Alors, je voudrais qu'on commence ce débat par cette question, à mon avis, très importante. C'est comment on est passé de l'utopie d'Internet au cauchemar d'aujourd'hui. Enfin, cauchemar, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire la polarisation, l'asservissement aux algorithmes, etc. Et pour cela, il faut peut-être revenir justement à ces années 90, où il y avait un peu cette utopie d'Internet. Et je voudrais vous citer cette citation qui est bien connue, hein. C'est la déclaration d'indépendance du cyberspace, écrite en 1996 par John Perry Barlow, qui était un libertaire américain, il me semble. Américain, tout à fait. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, qui commençait en citant cette phrase de Jefferson: « Seule l'erreur a besoin du soutien du gouvernement, la vérité peut se débrouiller toute seule. » Exactement. On voit bien ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Il disait, donc je le cite, c'est assez naïf d'ailleurs, nous créons un monde, Internet donc, où chacun, où qu'il se trouve, peut exprimer ses idées, aussi singulières qu'elles puissent être, sans craindre d'être réduit au silence ou à une norme. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le cyberespace. Puisse-t-elle être plus humaine et plus juste que le monde que vos gouvernements ont créé ? Alors, Bruno Patino, est-ce que cette civilisation qui a été créée sur Internet est plus humaine et plus juste que celle qui l'a précédée ? Je crois que moi, je suis ravi que vous fassiez allusion à la déclaration du cyberespace. C'est, comme vous l'avez dit, 1996, c'est-à-dire même au tout début de l'Internet grand public, puisqu'en fait, on est dans le moment où ça va se démocratiser, mais ça va vraiment décoller à partir des années 2000-2001, en réalité. Peut-être qu'il faut revenir 2 minutes sur ce côté utopique, sur qui était John Perry Barlow, que vous mentionnez. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. C'est parce que ça dira beaucoup de l'utopie, si vous voulez. C'est-à-dire, vous mentionnez effectivement Jefferson, donc il y a cette idée déjà nord-américaine qu'on appelle le marché libre des idées, c'est-à-dire de croire, alors vous pouvez trouver ça naïf ou pas, mais c'est la base encore du premier amendement aux États-Unis, c'est-à-dire cette conviction permanente que l'homme, l'être humain, est rationnel, et que donc dans le marché libre des idées, il préférera toujours la vérité au mensonge, ou le fait réel à l'erreur. Et donc cette idée, c'est qu'effectivement, il faut laisser toutes les idées et tous les faits s'exprimer, parce qu'à la fin, la vérité l'emporte. Donc il y a d'abord cette idée jeffersonienne qui est très présente chez John Perry Barlow. Il y a 2 autres choses. Vous avez très bien dit, c'est un libertaire, c'est-à-dire qu'il ne croit absolument, et c'est fondamental pour ce qui va nous arriver en réalité, il ne croit absolument pas au rôle interventionniste de l'État, à la régulation. Il pense que tout ça, c'est vraiment, si vous voulez, des entraves à la liberté individuelle et créative. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est, et il l'a souvent partagé, très, comment dire, presque spirituellement animé par la noosphère de Teilhard de Chardin. C'est-à-dire qu'il pense qu'à un moment donné, en mettant en relation toutes les idées, l'information, la connaissance, ça donne naissance à 2 choses dont on mentionnait beaucoup l'existence au début des années 2000. La première, c'était ce qu'on appelait l'intelligence collective, c'est-à-dire que nos intelligences mises en réseau sont plus puissantes que des intelligences parcellaires, que l'information mise en réseau fait progresser la connaissance, que l'agora, nourrie par une espèce de bibliothèque d'Alexandrie universelle, crée ou contribue à la sagesse de l'espèce humaine, et par ailleurs que la mise en réseau donne l'économie du partage, c'est-à-dire que nous sommes tous profondément généreux et animés par ce souci de partager. Et que donc l'Internet, tel qu'il voit émerger dès 1996, pour lui, c'est la mise en réseau de l'information, de la connaissance et de l'économie de partage. À une seule condition, il le dit dans sa déclaration du cyberespace, que les États, les législateurs ne s'en mêlent pas. Laissez-nous tranquilles, on créera un monde utopique. Cette force utopique, elle a été très présente. Pour moi, elle est encore présente. On en voit des traces dans Wikipédia, par exemple, ou dans des traces limitées. Mais de la même façon qu'il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire que la technologie n'a pas créé cette utopie-là, même si un certain nombre d'entre nous, on était plutôt proches. Moi, je faisais déjà du numérique en début des années 2000, j'étais assez enthousiaste sur ces idées utopiques. De la même façon, ce qui se passe en ce moment est très dysfonctionnel, mais ça n'est pas forcément la dystopie non plus finale. Voilà. Muriel Popafab, quel regard vous jetez, vous, sur cette utopie qui a pu naître au début et comment elle s'est transformée progressivement ? Moi, je dirais que déjà, cette utopie continue, parce qu'il y a très clairement un mouvement qui n'est pas pour la régulation dans le monde de la tech, même si les faits sont en train de contredire ce mouvement de l'esprit de liberté. Je pense qu'il y a quelque chose que le fait technologique ne peut pas dénaturer, de cette envie d'être avec les autres par le partage.
Et qu'en effet, Wikipédia en est un peu le témoin, même s'il est très orchestré aujourd'hui, il y a beaucoup de vérifications. Mais il reste néanmoins que les données sont devenues de moins en moins partagées au sens des années 90, et elles sont de plus en plus la propriété d'entreprises. Et que nous sommes nous-mêmes pas vraiment conscients de ce qui se passe avec nos données. Un exemple, j'ai beaucoup aimé quand vous parliez de la fabrique permanente de notre caricature. Et j'ai pensé que ça correspondait au fait qu'aujourd'hui, une personne comme vous, comme moi, qui utilise son portable normalement sans faire vraiment attention, peut être catégorisée. Ce sont 300 différentes étiquettes sur la base du traçage de ses mouvements dans l'espace, sur la base de la façon dont on scrolle nos applications, ou encore qu'est-ce qu'on a liké dans notre historique. On peut demander toutes ces données, grâce au RGPD, on peut demander toutes ces données. Il y a des laboratoires qui visualisent toutes ces données une fois qu'elles ont été demandées, et on se rend compte qu'on est une addicted mom, donc une maman addict à son téléphone. On se rend compte qu'on est quelqu'un qui se dégonfle rapidement, selon d'autres étiquettes, ou encore qu'on est quelqu'un qui résiste très peu à la tentation, donc qui craque quand il achète, ou bien si ça existe, le mouse tracking existe aussi. Donc on peut être suivi, on peut être catégorisé selon des profils psychologiques des années 70 qui sont assez opérationnels. Sur la manière dont on bouge notre souris sur l'écran, sur les sites marchands. Donc toute cette caricature de nous-mêmes avec laquelle qu'on ne visualise pas tous les jours. Moi, je suis contente de ne pas voir tout ça visualisé dans un graphique tous les jours. Mais vous pouvez. Mais on peut aujourd'hui. Il y a un laboratoire en Suisse qui travaille là-dessus, et à Lausanne. Et donc, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est de se rendre compte qu'un algorithme de recommandation est ce genre de caricature de nous-mêmes, et qu'il faut qu'on vive avec. Et que ces données ne sont pas forcément partagées dans l'esprit des années 90 aujourd'hui. En fait, il s'est passé deux choses, si vous voyez bien, c'est-à-dire que cette utopie d'horizontalité absolue, aujourd'hui, là, on peut dire qu'elle est terminée. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme le dit très bien Muriel, il y a eu à la fois une centralisation et une privatisation d'Internet, c'est-à-dire dans une main d'un nombre d'acteurs. Alors certes, il y a une infinité d'acteurs dans le domaine numérique, mais ceux qui comptent se comptent sur les doigts d'une main. Et voilà. Et si vous voulez, cette centralisation et cette privatisation, elle s'est faite évidemment sur des motifs économiques. Et donc aujourd'hui, dans la réalité, pour une part, on a affaire à une sorte d'oligopole de fait. Là, je rejoins totalement sur l'économie des données. Et l'économie des données, c'est l'économie du calcul en réalité. Et donc, dans une utopie qui était philosophique, spirituelle, en fait, on a vu arriver la centralisation, la privatisation et le calcul permanent autour de l'économie, alors de l'attention, ça je l'ai mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire essayer de vous prendre le plus de temps possible pour vendre de la publicité. Du temps de cerveau disponible, comme disait un ancien patron de chaîne de télévision. Mais cette économie de l'attention, ce n'est pas une invention du numérique, c'est quelque chose qui a été, je crois, le premier texte universitaire dessus, c'est 1969. Avec un chercheur qui disait notre temps, c'est comme de la salade. Donc, les gens qui veulent capter notre temps d'attention, c'est comme des lapins. Donc, dans un monde où il y a beaucoup de lapins, il y a peu de salade disponible. Et aujourd'hui, il y a des énormes lapins qui tout puissants, qui mangent notre peu de salade disponible. Et donc, alors qu'on n'a jamais eu autant de temps libre, on a l'impression aujourd'hui que le temps nous manque. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je voudrais citer quelques chiffres que vous citez dans votre livre qui sont assez parlants, parce que votre livre s'appelle Submersion. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est quand on voit ces chiffres, on est effaré. Donc, je le disais dans l'introduction, nous touchons notre téléphone mobile plus de 600 fois par jour. 600 fois par jour. Oui, mais donc, tout le monde me dit... Lavez-vous les mains parce que... Oui, mais moi j'ai fait le calcul en ce qui me concerne, c'est plus que 600 fois en fait. Ça va très très vite. La moitié des habitants du Royaume-Uni passent plus de 11 heures par jour devant leur écran. La production de données augmentera de 40% par an de 2023 à 2028. YouTube propose 500 heures de nouvelles vidéos chaque minute. Il faudrait à chacun de nous 30 000 ans pour regarder la production d'une année. Je vous recommande d'ailleurs le Club ID sur YouTube, si vous avez un peu de temps. Est-ce que, Muriel Popafov, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, le mot de submersion qu'emploie
Bruno Patino, il vous paraît juste pour décrire ce qu'on vit Alors, en tant que lectrice, j'avoue que le premier chapitre d'Éluge ne m'a pas donné de sensation de submersion. Mais je parle en lecteur éclairé. Néanmoins, le deuxième sur le calcul, là, m'a parlé beaucoup plus du fait de mon passé dans la recherche. Et j'avoue que je dois vous remercier parce que j'ai compris une définition que donne Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra de l'ami. Je n'avais jamais compris pourquoi il utilisait le terme de liège. Je vous cite la citation parce que je suis très mauvaise en par cœur. Je et moi sont engagés dans un dialogue trop véhément. Comment serait-il supportable s'il n'y avait pas un ami ? Le tiers est l'ami, il est le liège qui empêche le dialogue de sombrer aux abîmes. Hélas, il y a toujours trop d'abîmes pour le solitaire. Et déjà le mot liège, déjà le liège flotte, donc c'est la première chose. Si Zarathustra était écrit aujourd'hui, peut-être que ça serait je et la caricature de moi-même sommes souvent engagés dans un dialogue véhément. Et les abîmes seraient la submersion. J'ai trouvé ça très éclairant parce que je trouve que la question de l'ami et de la rencontre humaine qui est quand même en trame à travers vos pages, si je ne me trompe pas, et pour moi un antidote à cette submersion. En même temps que je l'éprouvais, la submersion, en lisant le chapitre calcul, je ressentais, par le fait juste de cette association toute simple avec la citation de Nietzsche, une sensation de dire, là, il y a un antidote. L'amitié serait l'antidote à la submersion numérique. Je pense que c'est la relation humaine qui est celle qui, à mon avis, est vraiment en danger dans cette relation, dans cette submersion. C'est que, tout comme avec l'arrivée de ChatGPT, le langage et l'interaction langagière peut se faire sans un humain. Il y a très clairement quelque chose qui émerge dans une grande étude longitudinale de Harvard depuis 38 ou 35, 38. On a évalué quels étaient les facteurs principaux de la santé et du bonheur d'un nombre conséquent de personnes. Et ce que ça révèle, c'est que c'est la qualité des relations humaines et du tissu de relations humaines qui sont les facteurs principaux de la santé et du bonheur chez les personnes participant à cette étude. Je trouve que c'est ça qui est en jeu dans ce changement anthropologique qu'amène le fait qu'il y ait une machine qui parle qui simule, dans l'idée du simulacre, qui simule de façon convaincante une interaction langagière. Ça veut dire qu'on aura moins de relations humaines en pourcentage. On en a déjà moins, peut-être. Mais ce que vous dites aussi, Bruno Patino, c'est qu'il y a eu aussi une rupture qui n'est pas tant d'ailleurs l'invention Internet, c'était une première rupture, mais une deuxième rupture, c'est l'invention du smartphone en 2007-2009. En quoi ça change tout, le smartphone ? En fait, le smartphone amène une chose dont on ne se rend pas... Deux choses en réalité, mais qui sont intrinsèquement liées. La première chose, c'est la connexion permanente. C'est-à-dire que l'air de rien, même dans l'univers, si vous regardez l'univers des médias, c'est toujours... vous ne pouvez pas utiliser un média à tout moment de la journée. Il ne vous sollicite pas. Vous allez vers lui ou vous vous mettez devant lui sur votre canapé 3 heures par jour quand c'est la télévision. Ce qu'on n'a pas vu quand le smartphone a été inventé, moi je me souviens très très bien du moment où le smartphone est inventé. On a déjà des téléphones portables, ce n'est pas du tout l'invention du téléphone portable, il est partout. On ne se rend pas compte que tout d'un coup, on a cette connexion permanente qui, en plus, a une capacité de nous solliciter, de vous dire « ne m'oublie pas, je suis là, etc. » Et que donc, la compétition pour le temps, si j'ose dire, ça n'est pas seulement devenu la compétition pour le temps disponible, le temps de transport, etc., mais la compétition pour l'ensemble du temps, j'allais dire, préhensible, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Pendant votre sommeil, il y a 41% des Français qui consultent leur téléphone portable pendant la nuit. Au moins 1 ou 2 fois. Certains se lèvent pour ça, on appelle ça des veilleurs sentinelles. D'autres, de temps en temps, le laissent près de leur table de nuit. J'imagine que ceux qui nous regardent ont au moins passé une fois un repas en famille où quelqu'un regardait son téléphone portable alors que ça aurait semblé, inenvisageable quelque temps avant. Je crois qu'on ne peut plus faire de réunion de travail aujourd'hui sans qu'au moins la moitié des gens soient sur leur téléphone portable. Et pour ceux d'entre nous
nous qui enseignent. Je ne dis même pas ce qui se passe quand on a face à nous des étudiants qui sont tous connectés. Mais c'est la logique. Le smartphone, c'est l'Internet mobile, donc c'est la connexion permanente. Et avec la connexion permanente vient, pour moi, l'accessibilité absolue d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que l'Internet 1.0 que j'ai, hélas, l'âge, enfin, ou heureusement l'âge d'avoir connu, c'est un Internet qui ressemble à un Minitel. Vous avez des forfaits Internet par mois. Même au tout début, vous payez pour Club AOL, enfin Club Internet ou AOL, vous payez à la connexion. Donc, vous êtes dans une espèce de connexion utile. Vous savez, vous avez 1 heure, vous allez vous connecter, etc. C'est le rapport, ceux qui ont connu le Minitel s'en souviennent. Tout d'un coup, non, c'est là. Et donc, tout d'un coup, cet endroit qui rend tout accessible a aussi les moyens de vous solliciter et donc potentiellement de vous envahir. Et encore une fois, il cherche à le faire non pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons économiques, parce que voilà, même votre temps de sommeil est du temps potentiellement commercialisable. Donc le smartphone est une vraie rupture, parce que l'Internet, c'est la création du réseau, et le smartphone, c'est la création, j'allais dire, de l'économie du temps à l'ère numérique. C'est-à-dire que vraiment là, notre temps, et donc nos données, commencent à avoir énormément de valeur, parce que 24 heures sur 24 peuvent être potentiellement commercialisées.